Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Jonathan Lamy, un himalayiste français qui a gravi plus de 6 sommets à 8000 mètres et plus. Qu'est-ce qui le motive et le pousse à gravir ces sommets? Comment s'entraîne-t-il pour y arriver? Et surtout, comment s'y prépare-t-il? Comme dirait John, la vie ne vaut la peine que pour vivre ses rêves. Bonne écoute. Salut John, comment ça va aujourd'hui? Salut Rudy, ça va bien. Je récupère doucement de ma dernière expédition, mais tout va bien. Justement, j'allais te demander comment vont tes gelures d'orteils. Est-ce que tu retrouves tes orteils ou pas? Alors j'ai la chance de les retrouver, ils sont toujours dans les chaussettes, mais c'est vrai que ça aurait pu être plus grave. Alors après c'est comme ça, c'est la montagne, mais tout va bien pour moi. Je suis en France, à la montagne, je me repose maintenant. Est-ce que c'est la première fois que tu avais des gelures? C'est la première fois que je connais ce genre de situation, personnellement, pour ma part. J'ai déjà géré ce genre de situation pour des amis, pour des collègues de grimpe, mais pour ma part, c'est la première fois. Et heureusement que j'avais cette expérience d'avant, ce qui m'a aidé aussi à gérer la situation sur place. Comment ça se gère au jour le jour? Parce que là, tu es dans des chaussettes. Est-ce que ça consiste à réchauffer ses orteils, à les garder au chaud pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, le temps que je sais pas, des nouveaux vaisseaux sanguins se refassent? Qu'est-ce qu'il en est? Alors moi, je suis dans la phase récupération où il y a plus grand chose à faire, où je suis sorti d'affaires justement. La phase la plus délicate, c'est les prochaines heures qui suivent de l'engelure. Donc l'engelure ou la gelure, ça vient progressivement. Hein. C'est pas d'un coup comme une brûlure par la chaleur. Ça vient petit à petit justement. Ça atteint jusqu'à l'os. Donc ça, c'est une phase qui est délicate, la phase des quelques heures d'après, des quelques jours d'après. Donc c'est décisif, ces moments-là sont décisifs et j'ai réussi à limiter la casse sur place, même à 6000, 7000 mètres, juste à réchauffer, mais rien que de sécher, en fait, d'enlever l'humidité autour du pied, de sécher et de conditionner autour d'un vêtement, un pull, une veste. Déjà, ça limite la casse. Donc maintenant, moi, je suis dans une phase récupération où je peux pas vraiment faire beaucoup de sport. Donc, j'ai plus le droit au footing, donc trail pour ma part. Ski, randonnée, je peux plus, alors qu'il y a encore beaucoup de neige chez moi. Mais c'est une phase que j'accepte aussi puisque ça fait partie du jeu. Il faut savoir accepter ça, la blessure. Et puis il faut écouter son corps. Et il y a plein de signaux à écouter. Et là, je suis à l'écoute de tout ça. Comment tu as su qu'il fallait redescendre? Parce que j'ai entendu dans une interview que tu as donnée que c'était un stade 2 d'engelure. Et est-ce que tu avais des signaux justement qui te disaient qu'un objectif, qui te disait là faut s'arrêter, ou c'était vraiment que de l'instinct qui t'a dit faut que j'arrête maintenant? Dans tous les cas, je devais descendre puisque j'avais atteint le sommet quelques heures avant. Donc mission accomplie pour ce qui était du sommet, mais la vraie mission à accomplir, c'est la redescente. Même sans sommet, il faut revenir en vie à la maison. Donc, dans tous les cas, pour ma part, j'avais eu la chance d'atteindre le sommet de l'Annapurna le 16 avril au matin. Les dégâts étaient causés déjà depuis la nuit avant le sommet, puisqu'on part de nuit pour arriver le matin même au sommet. Donc les dégâts étaient déjà faits et maintenant il fallait s'en extirper. Alors heureusement j'avais mis un stop avant que ça devienne trop grave. Je suis aussi sapeur-pompier, c'est aussi mon métier d'être un peu dans la prévention et dans la raison, l'alerte. Donc on a décidé de donner l'alerte une fois que j'avais constaté déjà les premières engelures. Je voulais pas reproduire les mêmes dégâts que mes amis l'an dernier puisque mes collègues ont perdu pour un on a perdu deux doigts et mon autre collègue en a perdu 7. Oh, Donc je voulais 7. pas vraiment Il a plus de reproduire. doigts. Voilà, il y a plus de mains. Donc du coup, je voulais pas vraiment reproduire ça. Donc j'ai été assez lucide. Et puis j'ai mis un stop à 6500 mètres et on a essayé de nous évacuer avec mon guide de cet endroit-là pour aller vite à l'hôpital avant que l'engelure ne progresse, parce qu'il faut vite réchauffer. Et est-ce que c'est dû à un mauvais choix de vêtements que c'est arrivé? Non, absolument pas, puisque j'avais la même tenue complète,
que lors de mes 5 autres 8000 mètres, donc 2 fois l'Everest, le Lhotse, le Manaslu, le Makalu. Après, les conditions météorologiques changent, d'une journée à l'autre, elles changent. Donc la veille, une équipe très connue avait summité l'Annapurna. Alors il faisait pas beau, mais quand il fait pas beau, justement, il fait plus chaud, surtout la nuit. Quand la nuit est étoilée, c'est là où il fait le plus froid. Et moi, j'ai eu une nuit très étoilée avec un peu de vent. Donc nuit étoilée plus vent, on atteint vite moins 35, moins 40 degrés. Donc pour moi, ce n'est pas du tout une erreur de vêtements, ni de lenteur, ni de quoi que ce soit. C'est les conditions qui étaient plus dures que ce que j'avais déjà connu. Alors moi, je grimpais sans oxygène. Mon objectif dans la vie, c'est de faire les choses à fond. Et là, je voulais aller le plus haut possible sans oxygène. J'avais déjà fait un 8000 sans oxygène. Là, l'objectif, c'était de monter puis de voir où est-ce que je le mettais. Je suis pas du genre à suivre les modes ou suivre les règles que tout le monde souhaite imposer. Je suis du genre à mettre mes propres règles en place puisque je suis le seul à me connaître comme il faut. Et donc, c'est ce qui m'a peut-être coûté à ces petites gelures, puisque si j'avais mis l'oxygène un peu plus bas, l'oxygène, c'est quand même riche pour le sang. Je veux dire, ça nourrit le sang, ça protège le corps et les organes. Et moi, j'avais décidé de le mettre plus haut. Donc, il y a peut-être ce paramètre-là, mais que je ne regretterai jamais, puisque déjà, j'ai pas été amputé. Mais surtout que la montagne, c'est comme ça. C'est pas forcément en se sécurisant depuis même Katmandou que tout va bien se passer. Pour moi, c'est très personnel et j'en suis fier. J'ai aucun regret. Est-ce que ça veut dire que tu as toujours une bouteille d'oxygène avec toi au cas où ce genre de problème arrive? Tout à fait. J'ai toujours une bouteille d'oxygène avec moi puisque je ne suis pas un super héros. En cas de souci, il faut bien pouvoir gérer gérer ça avec ce qu'on a. Donc, si on n'a pas d'oxygène, je vois pas comment on fait. Et malheureusement, on ne peut pas compter sur beaucoup d'autres gens sur la montagne, puisque ça peut vite tourner au drame. Si quelqu'un prête sa bouteille, dans ce cas-là, lui aussi il va se mettre en danger. Et donc, c'est assez individualiste malgré tout, la montagne, surtout à ces altitudes-là. Mais d'un autre côté, je me dis que si jamais j'avais aussi quelqu'un, moi je suis quelqu'un de très sociable et puis je souhaite toujours venir en aide à tout le monde puisque je suis sapeur-pompier volontaire en France. Mais c'est vrai que j'avais toujours pensé à ça aussi. Si quelqu'un était en perdition, sans oxygène, et ben moi je pouvais aussi l'aider. Donc c'est une façon de faire. Beaucoup de grimpeurs qui font sans oxygène ne prennent pas du tout d'oxygène de secours, puisqu'ils se disent que si jamais ça le fait pas, ils redescendent. Ben, moi, j'ai toujours une roue de secours et j'avais toujours accepté de dire que j'utilise l'oxygène, puisque l'oxygène est vital. Donc, je vois pas pourquoi on n'en aurait pas dans le sac. Tu disais ne pas aimer faire les choses comme les autres. Donc, j'ai fait quelques recherches, donc je suis pas spécialiste, tu vas peut-être me corriger. Mais j'ai l'impression que ça devient de plus en plus un business de monter ces hauts sommets. Il y a des entreprises qui organisent ces voyages, ces expéditions. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça? Parce que j'ai l'impression que tu fais ça, de ce que j'ai compris, avec juste un Sherpa. Alors, c'est délicat. Alors oui, ça devient un business, ça devient même une mode. Et moi, je suis anti-mode. Alors, peut-être qu'un jour, j'arrêterai de faire ça juste à cause de ça. Alors, oui, c'est un business qui a beaucoup de facettes. Moi, je suis dans ce business-là, malheureusement, mais d'un autre côté, je suis heureux pour eux. En fait, il faut juste choisir. C'est comme les courses alimentaires. On peut manger du bio ou on peut manger de la merde. Ben moi, j'ai décidé de manger des choses bio, ou alors dans ce business-là, j'ai décidé de passer par des filières saines avec des gens humains. Des gens que je connais par leur propre nom, je connais leur famille, je connais leurs enfants, je connais leur histoire, je sais où ils habitent. Je suis pas dans une relation client contractuelle, comme beaucoup le sont, et ils se permettent des comportements déplacés sur la montagne. Et j'ai eu la chance ou le malheur de voir ça, et c'est ce qui me peine. Alors voilà, moi je suis dans ce business-là, je peux pas nier. Et vous savez, il y a personne d'autre qui passe en dehors de ce business. Il y a personne. Même Kylian Jornet, qui est la ref mondiale dans l'ultra trail, qui fait aussi du 8000, qui est actuellement au camp de base de l'Everest pour tenter l'Everest, lui aussi passe par une expédition commerciale
Plus personne ne passe par des expéditions, on va dire, presque militaires comme à l'époque, où c'était nationalisé. Donc c'est délicat puisqu'il y a du bon, il y a du mauvais comme partout. Moi, j'essaie de faire au mieux, j'essaie de passer par les petites filières et par des gens que j'aime, des gens que j'apprécie, des gens qui me respectent et que je respecte énormément. Donc je suis toujours avec des petites équipes. Donc c'est Glacier Himalaya et je grimpe avec Chumbi Sherpa qui est un jeune de 28 ans que j'adore. C'est un pote. Faut même pas parler de guide et de client. C'est une histoire de deux copains. Et c'est ce qui est beau en fait dans mes expéditions et je m'en félicite d'avoir pu rencontrer aussi ces gens-là parce que c'est aussi une histoire de chance et de destin. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Certaines personnes veulent gravir des sommets et tout de suite pensent à la médiatisation, à la visibilité que certaines équipes ont sur Netflix, sur Instagram. Mais dès qu'on passe par des équipes comme ça, déjà on va payer très cher et il y a toute une partie humaine qu'on va retirer. Alors j'ai plusieurs points sur lesquels je vais rebondir. La première chose, c'est d'où ça vient cette envie pour toi de gravir les sommets? Parce que j'ai cru comprendre donc tu es sapeur-pompier volontaire, tu es moniteur de ski. D'où ça vient cette envie de monter sur le toit du monde? Alors, je suis sapeur-pompier, moniteur ski, donc ça veut dire déjà je suis quelqu'un de sportif qui aime l'action et j'aime la montagne. J'habite au pied du Jura, juste en face du Mont Blanc. J'ai toujours gambadé en montagne. J'ai été en ski-études. J'ai même eu quelques titres en ski. Et quand on est en ski, on monte facilement à 3000 mètres. Après, j'ai découvert le ski de randonnée qui est devenu un peu le ski alpinisme pour moi. Donc, c'est-à-dire gravir un petit sommet avec crampons, piolets, mais aussi les skis et pot de phoque. Donc, petit à petit, je suis monté crescendo. En altitude et puis en surface, j'ai attaqué des sommets un peu plus vastes que juste le Jura. Là, j'ai déménagé dans les Alpes, donc maintenant je suis entre l'Ain et la Savoie, à La Plagne, donc sur les skis à 2100 mètres. Donc en fait, c'est c'est la montagne qui m'a donné un peu l'envie d'aller encore plus haut. Et j'ai atterri Kilimandjaro en 2018 et en 2020. J'ai atterri au Toubkal au Maroc. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en rencontrant les bonnes personnes au bon moment. Ce rêve d'Everest, alors c'est pas un rêve qui est né devant Netflix ou Instagram. C'est un rêve qui est né quand j'avais peut-être 13, 14 ans. J'étais déjà en ski-études à la Clusaz. Et c'est un rêve qui est venu, qui est passé par ma tête et qui n'est jamais sorti de là. Et en fait, je me suis tellement intéressé par ce sommet que c'en est presque devenu une personne de ma famille, jusqu'au jour où j'ai effectué mes premières recherches d'équipe d'expédition. Et puis, après, j'ai rencontré la bonne personne ou les bonnes personnes au bon moment qui m'ont dit, mais tu es capable de, et c'est des personnes qui étaient légitimes de me le dire. Donc ça, c'est important aussi d'écouter des gens qui ont la bonne parole, qui ont cette légitimité. Et c'est ce qui m'a donné un peu de pouvoir et encore plus envie d'y aller. Après, il y a toute une phase aussi où faire attention. Maintenant, tout le monde se permet de tout faire. Donc tout le monde pourrait se permettre de faire un marathon. C'est génial. Mais par contre, un marathon, ce qu'il faut savoir, c'est que la veille, vous êtes chez vous. Vous courez, vous avez une assistance au bord de la route tout le long. À la fin de la course, vous passez la ligne d'arrivée, c'est fini, puis le soir, vous êtes chez vous. La montagne, le problème, c'est que beaucoup de gens se permettent d'en faire. C'est très bien, ça démocratise un petit peu, mais il faut aussi savoir respecter tout l'environnement général, que ça soit la technique, la logistique, l'environnement naturel, les gens qui ont pu gravir ces sommets-là, qui ont aussi pu perdre la vie sur ces sommets-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en montagne, par exemple à l'Everest, tout bêtement, avant d'atteindre le sommet, il faut 1 mois et demi d'expédition. Donc pendant 1 mois et demi, vous êtes dans le dur. Vous n'êtes pas chez vous à manger votre petit plat de pâtes et votre dinde. Quand vous êtes au sommet, c'est beau, c'est génial, c'est ce que vous vouliez, mais vous êtes à la moitié du chemin. Il faut refaire toute la marche retour vers le bas. Et puis après, on n'est pas rentré à la maison encore. Donc en fait, il y a une difficulté supplémentaire dans ce genre d'expédition qu'on a tendance à oublier. Tout le monde se dit voilà, j'ai vu une photo, le mec il est au sommet. Le problème c'est qu'il faut connaître un peu l'envers de l'iceberg, l'envers du décor. Et le problème c'est que les gens ne prennent plus le temps
de connaître ça. Parce que voilà, maintenant on n'a plus le temps, il faut aller vite. Maintenant, il y a des compagnies qui vendent des expéditions en mode rapide. Donc l'Everest maintenant, c'est vendu en 20 jours. Sauf qu'il faut savoir que si vous venez pour faire l'Everest en 20 jours, vous allez souffrir puisque votre corps sera pas acclimaté. Donc il y a beaucoup de choses à savoir et que malheureusement les gens ne prennent plus le temps de savoir et payent une prestation très chère pour un peu en partie combler un vide, un manque de quelque chose. Quand toi, tu découvres cette envie de grimper des sommets plus hauts, qu'on te dit que tu as le potentiel pour ça, comment tu t'organises, par exemple, d'un point de vue de l'entraînement et je pose la deuxième question, peut-être que tu veux dériver directement dessus. J'ai lu, tu as dit dans une interview que ça coûtait 50 000 euros ouais, une expédition. Exactement. Donc, comment déjà ça s'organise d'un point de vue physique? Qu'est-ce que tu mets en place pour te mettre en condition? Parce que si t'es 1 mois et demi à 5 000 et plus... J'imagine que il va pas comme ça, quoi. Alors c'est compliqué d'avoir une réponse officielle. Il faut savoir déjà qu'est-ce qu'on faisait avant. Donc on l'a déjà dit, j'étais moniteur, pompier. Donc c'est dire que je suis pas le dernier des sportifs. J'ai aussi eu des titres nationaux en ski et puis en parcours sportif chez les pompiers. Donc ça équivaut un peu au parcours du combattant. Donc j'avais déjà une certaine résistance physique. Mais j'ai presque envie de dire que maintenant, le physique, il a plus la place numéro 1 dans la préparation. J'ai envie de dire que pour l'Everest, ça serait le mental en fait à travailler. Il faut être très rustique pour faire ce genre de choses. Après, encore une fois, avec l'argent et certaines compagnies, on enlève un peu ce côté rustique en mettant du confort. Et au final, c'est plus facile. Mais il faut quand même avoir une certaine résistance mentale parce que vous payez cher ou pas, vous allez quand même devoir passer par-dessus certains corps qui sont là depuis plusieurs années. Et ça, on n'a pas tous la même résistance par rapport à ça. Donc moi, j'ai cette faculté de résister un peu plus facilement grâce à mon métier de pompier. J'ai déjà été sur des interventions un peu complexes, donc c'est aussi une aide. Mais il faut être capable d'être isolé pendant 1 mois et demi, 2 mois. Il faut être capable de pas pouvoir prendre de douche tous les jours, voire toutes les semaines. Il faut être capable de manger un peu la même chose tout le temps, du lyophilisé, ne pas boire d'eau. Il y a beaucoup de choses à préparer sur le mental, mais le physique, oui, c'est obligatoire. Après, moi, je suis passé par une salle de sport qui s'appelle La Salle dans ma commune à Thoiry. Donc, j'ai des gens, des pros de la préparation physique qui m'ont aussi un peu poussé dans mes limites, puisque les limites, pour moi, elles doivent être poussées en entraînement et jamais sur une compétition comme l'Everest entre guillemets. On va pas là-haut pour se défier, c'est trop dangereux. Moi je vais me défier sur un trail ou un marathon. Donc c'est compliqué de dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais je pense qu'il faut prendre le temps de bien le faire. Faut pas se précipiter, mais il y a beaucoup de barrières à ouvrir. Pour un sommet comme ça, il y a la barrière logistique également, le matériel, quel est le bon matériel. Donc c'est là qu'il faut il faut déjà pratiquer la montagne pour connaître le matériel nécessaire, le bon matériel qui nous convient, puisqu'on n'est pas tous identiques. Il faut la barrière un petit peu financière, 50 000 euros, on l'a dit. C'est une moyenne que tout le monde ne paye pas. Ça peut passer de 30 000 à 100 000 euros une expédition comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on paye beaucoup de choses en final dans cette somme-là. C'est les salaires. Les salaires, faut pas oublier qu'il y a des mecs qui travaillent. C'est un business, mais c'est une économie qui est l'économie numéro 1 au Népal. C'est le tourisme d'expédition et de trek. Donc il faut payer des salaires. Et moi, je souhaite bien les payer, les gars, parce que c'est quand même du travail ce qu'ils font. Tout travail mérite salaire. Et je pense que quelqu'un qui est bien payé, bien rémunéré, c'est quelqu'un qui sera motivé encore plus et qui fera les choses à cœur. Donc il y a les salaires, il y a un permis aussi à financer. Donc, il y a un permis qui, pour l'Everest, par exemple, il est autour de $10 000. Donc ça, c'est un permis qui coûte cher. Ça fait une grosse somme. Donc, c'est comme un forfait. En gros, vous avez, sans ça, vous pouvez pas du tout avoir le droit de monter. Donc, il faut juste pas se faire attraper si on n'a pas de permis. Et d'ailleurs, il y en a un qui s'est fait attraper récemment. Donc, il y a les salaires, il y a le permis, il y a le vol, tout le déplacement, il y a l'équipement qui coûte très cher. Donc après, si on continue à faire des 8000, évidemment, il sera rentabilisé. Mais si on souhaite faire que l'Everest, c'est un peu dommage d'investir dans du matériel très cher pour ça. Mais voilà, ça représente une somme énorme. Mais alors,
ça peut faire peur à beaucoup de gens au début. Moi, j'ai jamais eu peur en me lançant dans ce projet parce que j'étais sûr de moi. J'étais sûr que des partenaires allaient signer. Je m'étais laissé le temps. Je m'étais laissé plus de 2 ans pour m'organiser tout ça. Et au final, j'ai réussi à convaincre, mais voilà, à offrir quelque chose aux partenaires dans un sens où ça sera donnant-donnant. Mais donc c'est assez compliqué. Le financement, je pense, c'est la chose la plus compliquée pour les grimpeurs à trouver, puisque la préparation physique, on a tous plus ou moins 2 bras 2 jambes, donc voilà, on arrivera tous à pousser la fonte un jour, mais trouver le financement, c'est ce qu'il y a de plus dur. Je rebondis donc sur le financement. Comment tu as fait pour trouver cet argent? Donc je me suis laissé déjà le temps. Ça sert à rien de s'organiser un projet vieux d'1 an, mais il faut déjà du temps, il faut bien préparer les choses. Pour moi, la base d'un projet, mais que ce soit l'Everest ou autre, peut-être qu'il y en a certains qui vont écouter et qui veulent faire l'Everest, mais j'en ai beaucoup qui m'écrivent aussi. Malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde. Mais pour moi, la base des bases, quand on veut se lancer dans un projet, c'est prendre le temps de connaître son projet, connaître un peu l'objectif du projet, tout ce qui va se passer autour, avoir réponse à tout ce qu'on peut nous demander. Pour moi, ça, c'est la première base. Il faut être convaincant. On peut pas demander à quelqu'un de nous mettre 10 000 euros sur un compte bancaire juste en disant je vais faire l'Everest. Non, il faut savoir aussi expliquer dans quel contexte on va le faire, pour qui on va le faire, pourquoi on va le faire, avec qui on va le faire. Il faut montrer qu'on est les connaisseurs de cet environnement. Donc ça, pour moi, c'est la première grosse astuce. Après, c'est un peu une question de chance aussi. Je suis dans un environnement montagneux. Les gens connaissent la montagne, ils l'aiment, donc ils sont prêts aussi à aider quelqu'un qui veut faire de la montagne. J'ai un ami qui est normand. C'était un peu plus compliqué pour lui de convaincre des sponsors normands de financer un mec qui allait faire l'Everest, puisque pour eux l'Everest, ils en savent pas trop. Donc il y a l'environnement, il y a un petit peu la chance, voilà. Si on a des connaissances, si on a des amis qui ont des entreprises, mais dans tous les cas, voilà, il faut pister beaucoup d'entreprises pour avoir un petit peu de réponse positive. Mais il n'y a pas que le financement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de matériel à avoir et ça c'est pas négligeable quand il y a un sponsor. Moi j'ai des sponsors qui m'aident, CB, Boréal, qui m'aident techniquement dans le matériel, Macalu, donc GLF Pro qui me donne des chaussettes. C'est pas négligeable. Et vous avez aussi des partenaires qui sont là aussi pour vous aider dans un service. J'ai un ostéo qui m'aide aussi quasiment 1 fois par semaine. Et c'est pas négligeable. J'ai une salle de sport, comme j'ai dit tout à l'heure, qui m'aide avec des prestations d'entraînement incroyables. C'est pas négligeable. J'ai beaucoup eu d'aide dans tous les environnements, et c'est ce qui m'a aidé à avoir un projet super complet. Et est-ce qu'il y a un retour sur investissement de la part de ces personnes qui te sponsorisent? Alors avec moi, je pense pas que ce soit l'objectif, le retour sur investissement, parce que je suis quelqu'un de très naturel, très humain. Je vais pas courir après les réseaux sociaux, même si c'est agréable de voir des milliers de gens nous suivre, commenter. Mais je vais pas courir après la gloire. En tout cas, je cours plus après. Certains pourraient dire que je courais avant, mais avec moi, je pense pas que ça soit l'objectif. Je pense qu'ils sont plus dans l'objectif de ce partage humain. Ils ont aussi cette fierté, eux, je pense, les sponsors, de se dire voilà, j'ai aidé quelqu'un à réaliser son rêve. Et ça, je pense que ça leur apporte aussi beaucoup. Dans l'inconscient, je l'aide beaucoup de personnes au travers de mes réseaux sociaux, ma page Facebook et Instagram, YouTube, mon film. J'ai donné peut-être beaucoup d'air frais à certaines personnes qui se sentaient un petit peu renfermées. J'ai gravi l'Everest en 2021 et en 2022, mais 2021, je pense que ça sera l'année à retenir. C'était l'année où on pouvait rien faire. Le Covid, on n'en sortait même pas. On pouvait rien faire. Et moi, j'ai réussi à partir au Népal, officiellement et légalement. J'ai réussi à gravir l'Everest pendant une période où même organiser une foire à la saucisse, c'était interdit. Donc, j'ai donné beaucoup d'air au travers mes expéditions. Et je pense qu'au final, le retour sur investissement, il est sur l'image sympathique qu'ont les sponsors. Voilà, ces gens qui m'ont aidé à réaliser mon rêve, maintenant, je pense que les gens qui connaissent ces entreprises vont se dire, voilà, c'est quand même important ce qu'ils viennent de faire.
ils ont participé à une aventure extraordinaire et qui fait un petit peu parler. Donc je pense que faut pas forcément parler d'argent. En tout cas, dans ce milieu-là, ça n'aura pas d'intérêt. Il faut rester dans le football. Je reviens sur ta préparation physique. Tout à l'heure, tu as explicité que tout le monde avait 2 bras, 2 jambes, et donc possiblement ça pouvait se faire en se laissant le temps. Est-ce que malgré tout, tu as déjà fait des tests physiologiques pour voir combien tu avais de VO2 max, tu vois, les indicateurs un peu d'endurance? Et si oui, est-ce que tu te situes au-dessus de la moyenne? Alors j'ai eu la chance d'effectuer des tests VO2 max, mais lors d'un retour, donc c'était un partenaire Volodalen en Suisse, lors d'un retour d'expédition. Alors ce test il m'a plus fait peur qu'autre chose puisque j'ai eu des résultats très surprenants, pas forcément dans le bon sens. J'avais une courbe qui montait d'un coup vers le haut et qui allait plafonner pendant de longues minutes à plus de 207 de pulsation par exemple, et niveau cardio, alors que la courbe de tout le monde, le Kylian Jornet, était dans l'autre sens, progressive. Donc j'ai, je pense, un métabolisme qui est aussi différent. Après, bon, dû à la fatigue, peut-être que j'avais pas le meilleur résultat. J'ai toujours eu des bons résultats dans ces recherches-là. Par exemple, avec les pompiers, chaque année, on faisait un test aussi de volumétrie pulmonaire. Ben, j'avais une courbe qui était largement au-dessus de tous les autres. Je pense que c'est voilà, le métabolisme, il peut s'adapter aussi à la période de l'année, hein. Mais j'ai toujours eu cette chance-là d'avoir un corps qui tient la route, avoir des indices qui étaient pas mauvais. Après, je suis jamais le meilleur quelque part, hein, donc il y a pas, voilà, c'est compliqué à dire puisque j'ai eu beaucoup de tests, mais j'ai jamais été très remarquable non plus dans ces examens-là. Et est-ce que tu as fait de l'entraînement cardio-respiratoire? Parce que tu parles de spirométrie. Est-ce que c'est des choses que tu as entraînées ou c'est, je veux dire, de base en vivant à la montagne avec tous les sports que tu as fait Ouais, de alors manière indirecte? il y a une part physiologique, il y a une part d'entraînement. Je fais beaucoup de ski de randonnée, ski alpinisme, donc on a des gros volumes d'un coup dans les poumons. On monte à 3000 mètres par exemple en ski de randonnée. Donc c'est assez violent pour le corps. Après, grâce aux pompiers aussi, j'ai travaillé sur le calme, la respiration au calme. Donc, par exemple, dans un feu, si on consomme tout l'air de nos cylindres, on se retrouve en danger. Donc, il faut aussi savoir se calmer. Donc, j'ai la chance d'avoir eu ces entraînements-là. Et puis, j'ai un ami qui est sophrologue aussi, qui m'a fait un peu travailler ce rythme respiratoire. Et j'en ai jamais trop réfléchi pendant mes expéditions, mais inconsciemment, ça m'a aidé puisque j'ai jamais eu de soucis, j'ai un cardio qui a une grosse amplitude et je pense que j'arrive bien à gérer ma respiration comme ça. Est-ce que je peux te demander combien tu as de pulsations au repos? Parce que tu parles de grosse amplitude. Oui, au repos, je suis à 38, 39. Ah ouais, t'as une amplitude En vallée, énorme. Ah en ouais. basse altitude. Ah ouais, t'as une amplitude énorme alors. Ah ouais, c'est monstrueux. Donc, je suis à 38, 39 jusqu'à 205, 207. Tu parlais de ski alpinisme, de ski de rando. Est-ce que quand tu prépares tes expéditions, en plus de la préparation physique en salle, c'est une grosse partie de l'entraînement, justement, pour préparer ces expéditions? Et si oui, ça correspond grossièrement à combien de temps, combien de séances par semaine? Alors moi, ça me correspond puisque c'est mon environnement, le ski de rando. Alors je comprends que quelqu'un qui soit de Noirmoutier ne puisse pas faire autant que moi, mais il fera autre chose. Il va s'adapter. Alors c'est un peu la richesse qu'on a, les grimpeurs, c'est que suivant notre localisation, on n'aura pas tous le même entraînement. Donc ça sert à rien de vouloir copier quelqu'un, puisque moi en 2021, je fais 123 000 mètres de dénivelé positif en 3 mois et demi. Donc ça veut dire plus de 10 000 par semaine de dénivelé. Donc c'est peut-être ce que représente une année complète pour quelqu'un qui habite à Paris. Mais donc du coup, ce grimpeur-là, il va pas rester sur ces 10 000 par mois. Il va chercher autre chose. Moi, c'est ce qui me correspond. De toute façon, c'est ce que j'aime. C'est mon métier aussi. Donc il y a des fois, j'ai pas le choix. C'est ce que j'aime plus que tout. Et c'est un peu une recette gagnante. Mais pour ma part, la préparation en salle, pour moi, c'est la base. C'est la grosse base de la préparation. C'est le socle. La préparation que j'effectue juste après, donc c'est souvent l'hiver, parce que les expéditions c'est au printemps, ce qu'il faut savoir. Donc l'hiver, ça tombe bien puisque moi je suis en montagne, j'habite à 2100 mètres. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai une acclimatation
déjà de base à la maison, mais mes entraînements se font en montagne. Et donc, du coup, j'ai la chance de pouvoir faire ça. Et ça, c'est un peu ma deuxième préparation. Donc, j'ai la salle qui me sert de socle et plus une préparation affinée l'hiver qui me sert un petit peu de maintien, quoi. Puisque c'est pas en faisant que du ski de randonnée qu'on arrive à gravir l'Everest. Ça, je suis d'accord. Il faut aussi passer par des étapes de lestage, donc porter un sac qui équivaut à peu près à ce qu'on portera sur l'Everest. J'ai un masque, les masques d'entraînement où je réduis un petit peu mon débit d'air pour travailler un peu ses muscles respiratoires. Il y a beaucoup de choses à travailler, mais il faut se maintenir en fait. Une fois qu'on est prêt, il faut se maintenir. Il faut pas se faire mal. Et il y a une chose aussi, il faut pas arriver surentraîné parce que ça va nous faire tout bizarre de passer par des heures d'entraînement où on vient faire des micro-réglages. En arrivant au Népal, vous faites 2 jours au Népal, vous êtes déjà déglingué parce que vous dormez moins bien. Le soleil se lève tôt au camp de base, donc à 5h30 on est réveillé. On dort sur des petits bouts de matelas par terre qui sont pas droits parce qu'il y a de la neige et des cailloux dessous. On est réveillé par les gens qui ont été malades toute la nuit. Le lendemain, vous allez porter votre sac pendant 8 heures, qui est bancal parce que vous l'avez mal préparé, donc vous allez avoir mal au dos. Puis après, vous redormez dans une tente. Donc en fait, ça sert à rien d'arriver trop préparé. Il faut justement être rustique, ce que je disais tout à l'heure. Mais rustique, ça passe aussi par une préparation physique, voilà, rustique aussi. Combien ça pèse le sac à dos que tu vas utiliser quand tu fais tes sommets? Et je dérive un petit peu. Est-ce qu'on s'entraîne justement à ne pas se doucher, à manger lyophilisé? Est-ce qu'on se met un peu dans les conditions qu'on va vivre pour voir comment ça se passe? Alors pour commencer avec le sac, c'est très personnel. Il y en a, ils vont pas porter plus de 2 kilos, il y en a, ils vont porter 40 kilos. C'est tout dépend de qui vous êtes. C'est pas pour dire que je suis une légende, mais moi j'essaie de faire les choses bien. Après, on n'est pas tous de cet avis-là. Il y en a ils vont jouer le jeu, il y en a, ils vont pas jouer le jeu. En moyenne, sur mes expéditions, sur un trek, ça sera du 22 kilos, 23 kilos. Et puis après, sur les acclimatations, quand on va monter, redescendre, ça va dépendre de quel est le moment et quelle est l'étape du jour. Plus on monte, plus on se déleste dans les camps. Alors, on jette rien en montagne, ça c'est des légendes aussi que tout le monde raconte. Mais on laisse par exemple une broche à glace, donc c'est un outil qu'on a. Au lieu d'en avoir 2, quand je vais monter, j'en laisser une au camp 3 et puis j'en garde qu'une seule. On se déleste petit à petit. Donc, sur un sommet, en général, j'ai une dizaine, 10-12 kilos. Ça dépend si j'ai beaucoup d'oxygène sur moi ou pas. Une bouteille, c'est à peu près 4-5 kilos. Donc, j'en ai en général 2, plus le poids des babioles. Mais je me souviens qu'à l'Annapurna, il y a 3 semaines, j'avais 22 kilos sur une montée jusqu'au camp 3. Donc c'est déjà des poids qui tirent un petit peu quand on est déjà fatigué, quand on dort pas sur un matelas Bultex, c'est compliqué. Bon après ça s'entraîne encore une fois. Et justement dans mes préparations à la maison, alors j'évite de manger du lyophilisé à la maison puisque c'est vraiment quelque chose qui me déplaît, le lyophilisé. J'en ai un peu marre dans les expéditions, je préfère manger même autre chose que du lyophilisé. Maintenant, j'arrive à me faire de la soupe, juste de la soupe, sans passer par des plats vraiment déshydratés. Mais j'adapte un petit peu, j'adapte ce rythme-là avant de partir. Donc, je réduis ma consommation de sucre, par exemple. J'évite tout ce qui est trop sucré, puisque le sucre crée une dépendance. Et quand vous êtes là-bas, vous n'avez pas beaucoup de sucre. Alors maintenant, on en a de plus en plus. On a pas mal de petites barres de chocolat, de coca. Alors même des fois, ça crée un peu des folies, puisque quand vous passez à 0 mg de sucre par jour, et puis d'un coup, vous buvez un coca, ça vous tourne vite la tête, mais ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien, c'est une drogue, hein, le sucre. Donc, je fais attention à ça. En plus, je suis diabétique héréditaire, hein, donc je dois faire attention de base. C'est pas facile quand on dépasse les 5-6 heures d'ascension sans boire, sans manger. J'ai tendance à plonger un petit peu dans une hypo, mais ça va, je lutte. Donc il y a beaucoup de choses qui se préparent. Dormir, on peut dormir sous tente quelques jours avant, mais moi je suis quelqu'un qui en a déjà fait, donc j'ai pas besoin de préparer au final certaines choses. Quand tu dis que tu es diabétique de base, c'est diabétique de type 1, c'est-à-dire que tu fais des injections d'insuline régulières?
Non, heureusement, j'ai pas d'insuline. Ah. Je suis héréditaire. C'est le type maudit de nom, qui porte bien son nom, mais j'ai pas de souci. Je dois juste surveiller de temps en temps le taux de sucre, mais c'est quand même important et ça l'a été aussi pour mes engelures, par exemple. Il y a beaucoup de facteurs en fait qui vont varier par rapport à ça. Le sang, la qualité du sang, les engelures, bah il faut vite que le sang se fluidifie. Donc déjà avec l'altitude, le sang devient un petit peu plus dense, un peu plus pâteux. Donc c'est compliqué à cause de la polyglobulie. Donc c'est compliqué d'irriguer correctement tous les membres avec un sang qui est déjà pâteux. Après vous rajoutez ça à une maladie. Il y a plein de petits paramètres alors qu'ils ne m'ont jamais trop au final impacté à part les petites enjeux que j'ai eu là, mais ça a pas de lien avec mon souci. Mais ça peut causer des problèmes. Et puis par exemple les médicaments qu'on prend là-haut, ben moi j'ai pas forcément les mêmes médicaments que la majorité des gens. Donc là-dessus, bah voilà, ça a son importance. Est-ce que tu prends des choses justement pour fluidifier ton sang? Tu vois, je pense comme ça aux oméga 3 dont on dit qu'il faut pas trop en consommer si on se fait opérer parce qu'on va beaucoup Oui, saigner. Est-ce qu'il y a ouais. des trucs que tu prends particulièrement pour être avoir le sang plus fluide? Bah là actuellement je prends de l'aspirine pour mes engelures, mais avant ça non. Je suis quelqu'un qui évite vraiment les médicaments. Je suis un anti médicaments sur les bords puisque je suis pas fan. Je suis pas fan de tout ce qui est artificiel déjà de base, mais je suis conscient que ça peut sauver des vies. Il y a pas de souci. Mais j'évite vraiment de prendre des médicaments, surtout si j'en ai pas besoin. Donc beaucoup de gens vont prendre du Diamox, c'est un médicament qui est le numéro un pour le mal aigu des montagnes. Énormément de gens prennent le Diamox en préventif et en consomment, mais de façon c'est irraisonnée. Vous allez au Mont Blanc, le nombre de cachetons Diamox qui sont passés par jour dans le refuge, c'est hallucinant. Kilimanjaro, c'est pareil. Moi, j'ai jamais pris un Diamox de ma vie, par exemple, alors que j'ai fait 6-8 000 mètres, j'ai fait 4 fois le Mont Blanc. Je n'ai jamais utilisé ce médicament-là, alors que certains, en montant en 3000, vont en bouffer 4. Donc en fait, il faut juste être raisonnable, puisque après le corps il est pas bête, il va enregistrer ces informations-là. Vous lui mettez 4 Diamox pour 3000 mètres, donc le jour où vous allez monter à 5000, il faudra en prendre 10. Et après ça va créer un dérèglement du corps. Donc je prends quelquefois du Dafalgan ou du paracétamol pour éviter les douleurs, des maux de tête, puisque c'est un facteur aussi du mal aigu des montagnes. Et c'est pas agréable quand on a mal à la tête toute une nuit. Ça nous empêche de dormir et après ça a un impact le lendemain. On est moins performant. Donc il m'est arrivé de prendre quelques médicaments comme ça, mais autrement je prends rien du tout. Et est-ce que, tu parlais d'expéditions qui durent 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, est-ce qu'on prend du poids avant d'y aller pour justement lutter, on va dire, ne pas revenir trop maigrichon de Ouais, l'expédition, c'est rester une avec bonne des forces? question. Alors moi ça me fait un peu peur de prendre du poids avant, mais il faut en prendre un petit peu. Alors j'ai la chance, c'est que en général les expéditions sur les sommets que moi je vise c'est au printemps, donc ça veut dire que la saison d'avance c'est l'hiver et l'hiver c'est raclette, tartiflette et tout se passe bien. Donc ça tombe bien, mais il faut prendre du bon poids, donc il faut faire attention. Mais ça fait peur parce que voilà, moi j'ai envie quand même de garder mon poids de forme tout le temps en ski de randonnée, en ski alpinisme pardon. C'est très important d'avoir un poids de forme parfait, mais il faut accepter de passer la barre des 2-3 kilos au-dessus. Moi, j'arrive à passer tout juste les 2 kilos au-dessus quand je pars. Et quand je reviens, bah là, c'est la dégringolade. C'est la dégringolade. Après un Everest, c'est plus de 10 kilos Ah, 10 perdus. kilos! Ah 10 ouais! kilos perdus. Après l'Annapurna, je l'ai gravi en mode rapide, mais il y avait une raison, c'est puisque on perd beaucoup d'énergie sur une acclimatation, sur un camp de base, et j'avais décidé de garder mon jus et d'arriver un peu en last minute sur ce sommet. J'ai mis que 17 jours à gravir l'Annapurna, qui est le 10e plus haut sommet du monde. J'ai perdu 6 kilos en 17 jours. Donc, faut faire attention. Mais le poids qu'on perd, heureusement, voilà, c'est les bras, c'est un peu les pecs, c'est un petit peu les mollets, puisque c'est étonnant, hein, on perd des mollets, mais en fait, on est dans une chaussure très rigide qui ressemble un peu à une chaussure de ski.
Et en fait, on ne travaille pas vraiment les mollets quand on grimpe. C'est plus les ischio, quadri et puis le dos, tout ce qui est dorsaux. Mais les mollets, ils se perdent un peu. Alors moi, j'ai des jambes de skieur, donc j'ai déjà un bon volume, donc ça se voit pas vraiment quand j'en perds, mais on me l'a déjà fait remarquer. Et puis j'ai revu des photos, surtout quand je suis rentré de l'Everest 2022. Quand je suis rentré, j'étais vraiment avec du recul, oui, j'étais très très maigri, très amaigri, mais on s'en rend pas compte sur place. C'est hallucinant parce qu'on fait que manger. J'avais l'impression de faire que ça, que ça, que ça. On en devient presque malade. On n'a jamais faim parce que en plus au Népal, il faut comprendre aussi que c'est une culture différente. Ça, il faut l'accepter. Et au Népal, ils ont pas cet esprit de table comme nous en France, on a la chance d'avoir. Eux, c'est du snacking, c'est tout le temps, on mange. Il faut tout le temps s'alimenter. Vous allez faire le petit déj à 8h, à 10h, ils vous amènent des nouilles. À midi, vous allez manger, à 14h, ils vous ramènent des nouilles. Vous allez manger le soir à 18h, 19h, bah limite après, ils vous ramènent encore des trucs à bouffer. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on a l'impression qu'on fait que ça et qu'on fait que grossir, en fait. Mais non, justement, la balance, elle reste du côté encore perte de poids puisque l'altitude crée une sorte d'anémie et l'altitude aussi crée un dérèglement du corps, mais le corps travaille encore plus, il va rechercher encore plus d'énergie à stocker à droite à gauche, et puis le froid aussi, ça ronge aussi. Donc quand on revient, au final, on a perdu plus de poids. C'est quoi ton poids de forme? Je suis à 65 kilos. Ah ouais, donc tu reviens à 55 kilos, ça veut dire? Ouais, je suis revenu à 55. Oh là là, ah ouais. Partout avec 67, 68 kilos, j'essaye. J'ai jamais trop dépassé les 68, mais je suis toujours à 67 en partant. Ah ouais, tu perds presque 20% de ton poids de corps, alors c'est énorme. Ça fait des dégâts. Mais après, ouais. Ça revient doucement quand on refait du sport correctement. Ça reviendra toujours aux bons endroits. En combien de temps ça revient? En combien de temps tu reprends tes 10 kilos en moyenne? Ça revient assez vite. Alors là, par exemple, après l'Annapurna, donc les 6 kilos que j'avais perdus, je suis resté une semaine à Katmandou. Alors zéro sport, puisque j'avais les engelures qui ont fait que manger. Mais j'ai repris les 6 kilos quasiment dans la semaine. Ok. Quasiment dans la semaine. Donc c'est pas forcément bon pour le corps puisque après il va stocker n'importe comment. En plus, je choisis pas forcément l'alimentation sur place. Là, au Népal, c'est bon. Hein, au Népal, c'est pas que des cochonneries, mais on choisit pas forcément exactement tout ce qu'on voulait. Mais ça revient vite. Après, voilà, ça fait déjà presque un mois que j'ai pas refait de sport, donc ça commence à être problématique. Il va falloir faire attention aux petits bourrelets qui sortent là. Tout à l'heure, tu disais que c'était plus un effort mental pour gravir ces sommets. En ce sens, la préparation mentale, c'est assez populaire. Est-ce que toi, tu fais appel à un préparateur mental, en plus de ton sophrologue avec qui j'imagine que tu travailles déjà un peu cet aspect-là? Oui. Ou c'est un peu naturel? J'ai un partenariat avec une dame extraordinaire aussi qui a lancé sa boîte qui s'appelle Libération Consciente. Elle me fait de la méditation. Donc avant de gravir des sommets, j'étais pas vraiment réceptif à tout ça, même si des fois je me prêtais au jeu, l'hypnose, tout ça. Mais depuis que j'ai fait ces 8000, ça, en plus on est en terre bouddhiste là-bas, ça nous apprend beaucoup. Et en fait, on se rend compte qu'on n'en sait rien sur notre corps, on n'en sait rien sur l'environnement, et ça vous ouvre un peu plus les yeux et vous êtes plus à l'écoute. Et quand vous êtes à l'écoute, vous êtes beaucoup plus réceptif dans ce genre de choses-là. Donc j'ai quelqu'un qui m'a un petit peu fait voyager grâce à ces séances, et forcément ça aide. Forcément, je peux pas quantifier, je peux pas dire quand ni comment ça m'a aidé, mais forcément ça aide et ça nous libère un petit peu de nos soucis aussi, hein, parce que quand on part, faut pas oublier que on est tous des êtres humains et qu'on a tous nos soucis. On part 2 mois, donc on va s'absenter, on va recevoir du courrier à la maison qu'on attendait. Enfin, il y a plein de petites choses qui vont venir entacher nos expéditions. Et j'ai une anecdote aussi, par exemple, sans citer de nom, mais j'ai un copain d'expédition qui est chef d'entreprise. Et pendant les expéditions, il recevait des messages satellites de sa femme qui disait voilà, c'est la merde, il y a machin, ça va pas. Et en fait, ça vient entacher vraiment l'expédition. Donc, si vous n'avez pas un peu cette force mentale de lâcher prise, de se dire bon, ok, j'accepte aussi qu'il y ait des problèmes. Il faut accepter qu'il y ait des soucis. Ça peut pas être tout rose tout le temps, et surtout en montagne. Il faut accepter. Donc, c'est ce que m'a appris un petit peu
cette écoute-là avec cette dame que je remercie, Marjorie, que je remercie beaucoup. Et j'avais une question un peu plus personnelle, justement, tu citais ton collègue qui recevait des messages de sa femme. Est-ce que toi, tu es en couple, tu as des enfants? Comment ça se passe? Non, je suis jeune, Pour... j'ai 26 ans, moi je On suis sait jamais. libre, je suis tranquille. Je suis jeune et j'ai le temps justement en fait, si je fais tout ça maintenant, c'est parce que je peux me le permettre aussi, j'ai pas de charge familiale sur le dos et puis pour moi, c'est compliqué. Alors le jour où j'aurai des enfants et une femme, je me reposerai la question avant de repartir en montagne. C'est compliqué de laisser un foyer et ça, connaissant le danger, je sais pas si ça serait bienvenu de partir avec des enfants à charge, mais c'est très personnel. Donc certains couples sont très ouverts sur ce sujet-là. Les enfants sont peut-être grands aussi, hein, parce que la moyenne d'âge, à savoir sur les 8000, c'est 45 ans à peu près. Hein. Donc moi je suis un petit piou-piou, mais justement j'ai pas attendu qu'il y ait un règlement pour me dire j'ai le droit ou j'ai pas le droit. Beaucoup de gens m'avaient dit à l'époque que j'étais trop jeune, et moi ma réponse c'était par rapport à qui, donc ou par rapport à quoi. Donc j'ai pas de souci là-dessus, et un jour voilà, on tournera une page et puis on se mettra à autre chose. Quand tu pars en expédition et que tu reviens, est-ce que tu retrouves, pareil, d'un point de vue logistique, ton appartement ou ta maison? Ou est-ce qu'à chaque fois, tu laisses le truc en plan, étant donné que t'as pas de revenus pendant quelques mois? Comment ça se passe? Alors j'ai la chance d'être travailleur indépendant, donc moniteur ski à l'ESF. Donc j'ai la chance aussi de pouvoir gérer mon planning, et puis c'est ce qui fait aussi un peu la beauté des choses, c'est que je touche pas à la même chose chaque mois. Mais je travaille beaucoup sur des périodes un peu de vacances entre guillemets. Je suis un vacancier professionnel, comme on dit, hein, comme disent mes collègues pompiers. Mais en fait, je suis quelqu'un qui travaille à l'opposé des gens. Quand eux sont en vacances, moi je travaille, et je travaille beaucoup plus proportionnellement qu'un salarié. Donc je peux me permettre de me libérer 2 mois sans toucher de revenus. Je suis pas quelqu'un qui suis très dépensier. Je claque pas l'argent n'importe comment. Je préfère m'acheter une jolie veste plutôt que d'aller dans un bar et me mettre minable. Ça, après, c'est chacun fait comme il veut aussi, hein. Mais je suis quelqu'un qui fait attention à ça, et puis je sais pourquoi je le fais. Et donc quand je pars de moi, je sais que j'ai pas de soucis. J'ai des parents aussi qui m'aident énormément dans les à côté. Si je reçois du courrier, ils vont être là pour gérer ça. Ils vont gérer aussi beaucoup de sollicitations. Ils vont m'aider sur plein de petites choses comme ça, les rendez-vous. C'est un petit peu ce sont un petit peu mes agendas aussi. Mes parents, c'est le cerveau de mes agendas. Ils pensent un peu à tout, puisque quand on est là-bas, on oublie un petit peu, on est un peu détaché de la réalité. Quand on revient, on est sur un petit nuage aussi, et faut vite se remettre dans le bain. Ils sont là aussi pour me remettre dans ce cadre-là. Est-ce qu'il y a un autre sommet qui te fait rêver? Ouais, il y en a plein, mais des sommets de 3000 mètres comme des sommets de 8000 mètres. Donc, chaque chose en son temps. Mais justement, il y aura des priorités. Pour moi, la priorité, ça serait presque d'attaquer les sommets les plus difficiles maintenant. Parce que je sais que maintenant, j'ai 2 bras, 2 jambes, j'ai mes 10 doigts, mes 10 orteils, j'ai mes 2 poumons, enfin, tout va bien. Et alors que dans 10 ans, on ne sait pas ce qui peut se passer. On l'a connu, je pense, avec le Covid. Je pense que ça a été une leçon pour 100% des gens sur Terre. C'est de comprendre que maintenant, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de repousser nos projets. On n'a plus le temps de pinailler sur des bêtises. Moi, ça fait longtemps que je pense comme ça, et je pense que le Covid, ça m'a donné raison. Donc, priorité à ce qu'il faut faire en premier, quoi, c'est tout. Alors, c'est lequel le prochain, alors, dans ta checklist? Je peux pas dire, je dirais pas de nom maintenant, parce que j'avais un planning pour 2023, j'avais des envies, et que je dois forcément m'adapter, puisque je peux plus grimper pendant un petit moment à cause de mes orteils. Mais je reviendrai un jour. J'ai déjà un projet, même avec un copain, pour 2025. On a un très gros projet, et on pense que ça fera parler un petit peu. Mais ça sert à rien de parler trop vite. Je suis jamais quelqu'un qui parle trop vite. Je suis quelqu'un de vigilant sur ce que je dis, justement, parce que j'aime pas vraiment les gens qui vont dire ouais, je vais faire ça, puis au final 2 ans après ils l'ont toujours pas fait, et ça a tendance même à vous rendre un petit peu moins crédible. Donc je fais attention à ce que je dis pour pas décevoir non plus, puis pour pas affoler tout le monde.
Où est-ce qu'on peut suivre la suite de tes aventures? Alors, j'ai 2 réseaux sociaux principaux. Donc, Instagram, Jonathan Lamy, tout attaché. C'est une page qui est nouvelle puisque j'avais un compte Instagram que j'ai perdu il y a quelques temps. Et puis, c'est une petite page où voilà, je mets mes plus belles photos. En général, je fais des lives. Si j'arrive à avoir une connexion Internet, c'est sympa. Donc, Jonathan Lamy sur Instagram et sur Facebook, c'est Jonathan Lamy Himalaïste. Donc, c'est la page la plus importante peut-être puisque c'est là où les gens vont pouvoir suivre vraiment en direct mon expédition. C'est 100% dédié à mes expéditions et à mes projets en général. Donc, j'ai un GPS satellite qui émet des signaux et les gens peuvent me suivre, me traquer grâce à ça. Et je sais que beaucoup s'en amusent aussi pendant mes expéditions. Donc, Jonathan Lamy Himalaïste. Et sur YouTube, j'aimerais bien placer ça aussi puisque c'est mon petit bébé à moi d'il y a 2 ans. En 2021, j'ai réalisé un petit film avec 0 budget grâce à mon téléphone et une petite GoPro. Sur YouTube, vous tapez Everest 2021, le film, et c'est l'histoire de mon expédition à l'Everest, qui à la base ne devait même pas être un film, ça devait juste être des petites images pour moi, comme un carnet de bord, un journal de bord que j'ai tourné en film au final, et je pense que le résultat est plutôt pas mal. Comme je t'ai dit juste avant le podcast, c'est ce que je vais regarder ce soir. C'est le dernier truc que j'ai pas regardé sur toi avant l'interview. Donc, j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'il y a des sujets que tu souhaitais aborder, qu'on n'a pas abordé? Il y a un sujet que je pourrais aborder. S'il y en a qui nous écoutent, je suppose que c'est beaucoup de sportifs qui écoutent tes podcasts, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est si jamais vous avez des projets dans la vie. Enfin, j'ai eu la chance de réaliser mes plus gros rêves, 2 fois l'Everest. J'ai réalisé 2 fois mon plus grand rêve, ce qui est juste impensable. Et en fait, c'est très simple. Ce que je vais dire, c'est ce qu'on entend tout le temps sur les réseaux, mais il faut jamais lâcher. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire à fond. C'est tout. Il y a des gens qui se mettront au travers de vos projets. Alors, il faut savoir qui sont ces gens. Est-ce qu'ils sont légitimes ou non? Il faut savoir écouter aussi un petit peu les parties. Mais quand vous avez un projet, il faut juste foncer. La vie, elle passe très vite. J'ai réalisé mes rêves très jeune puisque c'est maintenant que je voulais les faire. C'est peut-être pas dans 10 ans. Donc, je suis quelqu'un qui veut pas de regrets dans la vie et j'espère que les gens pourront réaliser leurs rêves parce que ça m'attriste au final de voir quand je suis pompier voir partir des gens et on comprend en fait que leur vie est faite de regrets. Ils avaient des rêves, ils avaient des projets, et au final, les gens sont enfermés un petit peu dans ce cercle travail, famille, ou juste suivre un peu le process de la vie comme tout le monde. Donc voilà, moi comme j'avais dit au sommet de l'Everest, c'est réaliser vos rêves, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est tout. C'est une super phrase de fin, je pense que ce sera le titre du podcast. Merci. En tout cas, merci John pour ton temps, c'était hyper inspirant. Vraiment, c'était génial. C'était génial pour moi, j'espère que pour les auditeurs, ce sera aussi le cas. Et je voulais te remercier de ton temps. On se croisera sans doute puisque je suis bien en contact avec Flora, qui nous a mis en relation donc de la salle où tu t'entraînes. Donc, on aura peut-être l'occasion de se croiser. Mais en tout cas, c'est impressionnant. Et c'est vrai que quand tu dis, le plus important, c'est de réaliser ses rêves. Je pense que tu en es le bon exemple. Et comme pour moi, on ne convainc que par l'exemplarité, je crois que je suis convaincu, mais je l'étais déjà, mais j'espère que les auditeurs seront également convaincus. En tout cas, vraiment merci à toi pour ton témoignage. C'était génial. Merci Rudy, c'est un grand plaisir de partager mes aventures et mes rêves. Super. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application de podcast d'Apple, mais également sur Spotify. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.